L'objectif, c'est de faciliter la procédure de divorce et d'empêcher que les procédures de divorce durent trop longtemps. C'est ça les grandes lignes. Ensuite, on rentrera dans les détails, mais c'est ça les grandes lignes. La loi qui a été votée est totalement différente. Elle élargit la prérogative des tribunaux rabbiniques qui peuvent s'occuper désormais de toutes les questions de conflits financiers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Des nouvelles lois concernant le divorce ont été votées cette semaine à la Knesset. Alors de quoi s'agit-il et surtout de quelle manière cela va influencer les couples qui sont en train de divorcer? Pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio Cathy Bisraor-Ayash. Bonjour Cathy. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Tohanet Rabbanit. Peut-être en quelques mots nous rappeler ce que c'est une Tohanet Rabbanit? Tohanet Rabbanit, on peut traduire rapidement avocate rabbinique. Qui s'occupe en fait de tout ce qui concerne les tribunaux rabbiniques. Pour parler en une minute, c'était une profession qui était interdite aux femmes il y a à peu près 35 ans. C'est arrivé au Bagat, évidemment, et le rabbin Ovadia Yosef et le rabbin Mordechai Eliaou n'ont pas laissé le Bagat décider et ont dit elles veulent devenir Tohanet Rabbanit, avocate rabbinique. Il y a là, c'est comme ça qu'il y a des Tohanet Rabbanit. Alors, on va parler justement d'une loi qui est vraiment toute récente puisqu'elle a été votée cette semaine à la Knesset. Concernant les divorces, et peut-être que vous allez nous le dire dans un instant, est-ce que c'est une révolution ou pas? Mais en tout cas, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les grandes lignes de cette loi? Il y a plusieurs lois qui ont été votées. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un changement dans l'approche législative en fait, en Israël sur tout ce qui concerne le divorce. On peut presque parler de révolution. Comment ça s'est passé? À mon avis, oui. Et comment ça s'est passé? C'est très intéressant. C'est que c'est pas passé la Knesset qui a décidé toute seule. Il y a eu vraiment un travail de collaboration entre la Knesset et les tribunaux rabbiniques et la direction des tribunaux rabbiniques et les rabbins et les organisations de femmes. Vraiment un travail. Certaines lois sont soutenues par tout le monde. Certaines lois, comme celle qui est passée cette nuit, est plus problématique. Mais si je peux dire rapidement les directions de cette loi pour répondre directement à votre question, l'objectif, c'est de faciliter la procédure de divorce et d'empêcher que les procédures de divorce durent trop longtemps. C'est ça les grandes lignes. Ensuite, on rentrera dans les détails, mais c'est ça les grandes lignes. La loi qui a été votée, elle permet, si vous voulez, elle élargit la prérogative des tribunaux rabbiniques qui peuvent s'occuper désormais de toutes les questions de conflits financiers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En dehors même des divorces. Divorces. C'est-à-dire, vous avez un conflit avec votre voisin. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous adresser au tribunal rabbinique. C'est plus de force au tribunal rabbinique. Beaucoup plus de force au tribunal rabbinique. Maintenant, il faut mettre quand même une parenthèse, un bémol, c'est qu'il faut l'accord des deux. C'est-à-dire que pour le divorce, vous êtes obligé pour le guet d'arriver au tribunal rabbinique, il n'y a pas d'autre choix. Mais sur cette loi qui a été votée hier, l'arbitrage en ce qui concerne les questions financières, toutes les questions financières possibles, ça peut être des questions de quelques centaines de shekels comme des questions de centaines de millions de shekels, il faut que les deux soient d'accord. Alors, on va reparler des tribunaux rabbiniques face aux tribunaux, on va dire, civiques. Maintenant, concrètement, ces lois, est-ce qu'elles aident les couples qui sont en procédure de séparation, qui sont en train de divorcer? Absolument. Je vous donne l'exemple de deux lois. Il y en a énormément qui ont été votées. Encore une fois, en moins de 5 ans, vous avez vraiment presque... c'est pas des nouvelles lois, ce sont des corrections des lois qui existaient. Il y a une loi de 1953 qui gère toutes les questions de divorce. Et tout ça, ce sont des corrections de la loi ou des ajouts de la loi. Il y en a au moins une dizaine d'ajouts. Mais je vous donne 2 exemples pour montrer que ça peut... Le premier exemple, c'est tout ce qui concerne le problème de higoun, du refus du guet. Jusqu'à présent, tout était dirigé... Il y a énormément de lois qui ont déjà été votées pour que l'homme ou la femme, d'ailleurs c'est également la femme qui refuse de recevoir le guet, il y ait des sanctions très sérieuses. On s'est aperçu en fait que très souvent dans les problèmes très très graves de refus de guet, c'est pas seulement le mari qui est en question, c'est l'entourage du mari. C'est les parents qui financent, c'est les rabbins, c'est la communauté qui influence, et surtout dans les cas de l'étranger. Souvent dans les cas de l'étranger, vous avez des cas où en fait le mari dit moi si le rabbin me dit que je donne si mon père me dit je suis d'accord de donner. Et on a eu beaucoup de cas comme ça où en fait on pouvait rien faire parce qu'il y avait des problèmes. Et donc cette loi a été votée en août dernier, une loi qui est révolutionnaire, qui dit aujourd'hui si on s'aperçoit, si on a la preuve qu'il y a quelqu'un quel qu'il soit, qui oblige et qui impose à l'homme ou à la femme de refuser de donner ou de recevoir le guet, en fait, qui est une question de higoun, eh bien, on peut s'adresser contre lui. Et quelques semaines après qu'on ait eu cette loi, Olivier, vraiment, je crois 3 semaines, comme on dit, Mina Shamaim, on a eu une histoire de refus de guet qui durait depuis 11 ans. Et le rabbin
de New York, qui était de Satmar, qui s'opposait au divorce. Qui disait au mari, ne donne pas le guet, non seulement, mais il avait donné à Eter Nisuim, c'est-à-dire qu'il avait permis au mari de se marier une deuxième fois. Ouais. On a appris, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, que ce rabbin-là est arrivé en Israël. Et on a fait une procédure juridique de plusieurs mois. La haute cour rabbinique a été avec nous. Ils ont été à la Cour suprême Satmar, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils ont été à la Cour suprême, qui était également avec nous. Et en fin de compte, au bout de quelques mois, on a eu cette femme qui attendait depuis 11 ans, qui était également de Satmar, a eu le guet. Donc ça, c'est le premier exemple de cette loi. Une deuxième loi qui, à mon avis, intéressera chaque personne qui est dans le divorce. Cette loi impose aux tribunaux rabbiniques de ne plus accepter que des dossiers durent pendant des années. Parce qu'on s'aperçoit que quelquefois, il y a des gens qui vous disent « Non, moi, je veux donner le guet. Ok, mais je veux ci, je veux ça, je veux ça. » Et les tribunaux rabbiniques convoquent une première fois, convoquent une deuxième fois. Et des histoires qui durent depuis des années. Aujourd'hui, nous, on voulait, les organisations de femmes, que ça soit maximum 2 ans et demi. Okay, en fin de compte, c'est aujourd'hui 4 ans, c'est beaucoup également, mais au bout de 4 ans, et ça, chacun qui nous écoute doit savoir, un dossier ne peut pas durer éternellement au tribunal rabbinique. Au bout de 4 ans, il faut qu'il y ait une décision de toutes les manières. C'est-à-dire que si au bout de 4 ans, le tribunal rabbinique n'a pas saisi, etc., eh bien, c'est le tribunal rabbinique et on peut faire appel à la Cour suprême. Il doit faire ce qu'on appelle riyuv get, imposer à l'homme de donner le get, etc. Et je pense que ces règlements internes, cette loi, est très importante parce qu'on a eu énormément de dossiers qui duraient depuis des années. C'est pas acceptable, évidemment. Alors, certaines lois, vous nous les avez dit, en tout cas, certaines lois ne sont pas... certaines, on va dire, organisations de défense de femmes ne les acceptent pas. Pourquoi ? Quel est, d'après vous, le problème par rapport à ça ? D'abord, c'est une question passionnante, parce que moi-même, je fais partie d'une organisation de femmes, et les organisations de femmes sont divisées sur ce sujet. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fin de compte, derrière cette histoire, il n'y a pas seulement le fond du sujet. D'accord ? Il y a une question idéologique. Vous avez des organisations de femmes qui se situent sur un échiquier politique idéologique, qui ne veulent pas que les tribunaux... D'abord, ils veulent que les tribunaux rabbiniques disparaissent. C'est tous ces gens qui disent oui. Il y a plusieurs partis politiques qui représentent cette idée, qu'il n'y ait plus de divorce, de guet, enfin que le divorce soit uniquement civil, que chacun fasse un petit peu ce qu'il veut. Et donc, ils disent... Les tribunaux rabbiniques doivent disparaître. Et donc, quand vous dites que les tribunaux rabbiniques doivent disparaître, il n'est pas question de donner encore des prérogatives aux tribunaux rabbiniques. Et donc, toutes ces lois qui, en fin de compte, ont aidé à faciliter le divorce, en même temps, si vous voulez, elles donnent une prérogative au tribunal rabbinique. Elles donnent de la force au tribunal rabbinique. Cette fameuse loi dont on avait parlé également avec vous il y a quelques années, cette loi qui permet aux tribunaux rabbiniques d'intervenir même quand quelqu'un n'est pas israélien ou n'est pas israélienne, ça donne une force énorme au tribunal rabbinique. Donc, ils ne voulaient pas pour pas donner la force. Donc, si vous voulez, si je résume rapidement, les organisations de femmes qui sont opposées, alors c'est sûr qu'elle trouve des raisons, mais la raison essentielle, d'ailleurs, elles le reconnaissent, ce sont des raisons politiques et idéologiques, c'est leur droit d'ailleurs. Nous, si vous voulez, et qui pensons qu'il faut que le moyen de régler des problèmes dramatiques, c'est d'aller main dans la main. C'est non seulement mon optique, mais de plusieurs organisations de femmes, d'aller main dans la main avec les tribunaux rabbiniques. C'est ce qu'on a fait, moi, depuis que je suis dans ce monde-là. Le fait d'avoir une coopération avec les tribunaux rabbiniques, ça nous a permis de sauver des centaines et centaines de femmes. Et donc, on estime que oui, lorsque cette coopération avec les tribunaux rabbiniques, même si ça donne de la force aux tribunaux rabbiniques, eh bien, c'est oui positif parce que ça permet d'aider. Mais justement, parce que quand même, il faut dire que, alors vous allez peut-être nous le dire, qu'il y a eu un changement des tribunaux rabbiniques, mais c'est vrai que l'image des tribunaux rabbiniques, il y a quelques années, c'était des tribunaux qui étaient, on va dire, assez... réactifs, réactionnaires. C'est ça, réactionnaires, plutôt penchés plutôt vers le mari, avaient donné moins d'importance à ce que les femmes disaient. Est-ce que vous voyez une évolution dans ça ? Alors, je vais vous dire, moi, avant d'être Tohénette Rabbanit, j'étais, comme vous savez, journaliste. Oui, et je pensais exactement ce que vous disiez. Exactement. Pour moi, les tribunaux rabbiniques, c'était ne pas s'approcher, d'accord ? C'était le film Get de El-Kabet, de Ronit El-Kabet, ce fameux film extraordinaire, qui est dramatique, qui a montré que les tribunaux rabbiniques, véritablement, c'était le Moyen-Âge. Une fois que d'abord,
à mon avis, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai eu un autre regard seulement, c'est qu'il y a eu une évolution. Je veux commencer par le côté négatif. Il y a encore, vous savez, dans les tribunaux rabbiniques sont très indépendants, c'est-à-dire que à Jérusalem ou à Tel Aviv, vous avez des Erkevim, des trois Dayanim. Il y en a encore qui font partie de l'ancienne génération. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que presque 80%, ce sont des tribunaux rabbiniques qui vont très, très, très en avant, qui sont au contraire féministes. Okay, vous avez encore entendre les avocats entre eux lorsqu'on dit « Ah, il y a des avocats qui ne veulent pas représenter des hommes. Pourquoi ? C'est beaucoup plus compliqué de représenter un homme que de représenter une femme. Et je dis, moi, aujourd'hui, je le dis vraiment, j'ai des preuves, je pourrais le dire, qu'aujourd'hui, vous avez les Dayanim, aussi bien à Jérusalem, le Rav Ushishkin, le Rav Lavi, le Rav Shtesman, sont vraiment des orthodoxes et qui sont féministes, en fait. C'est eux, il n'est pas question qu'une femme soit délaissée, qu'une femme n'ait pas son guet. Et au contraire, je crois que cette image d'un tribunal rabbinique contre la femme, ça a changé. Je vais vous donner un autre exemple. On en parlera, il y a une concurrence, vous savez, entre le civil et le rabbinique. Et jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, les femmes, elles allaient au civil. Et moi aussi, je leur disais, bien que je travaille dans le tribunal rabbinique, je disais, il vaut mieux aller dans le civil. Depuis une dizaine d'années, ça a changé. En fait, les femmes, elles vont chez le rabbinique. Parce qu'à tous les niveaux, au niveau de la pension alimentaire, au niveau de la rapidité du procédure, au niveau de la garde des enfants, qui, dans le civil, c'est automatiquement ce qu'on appelle Mishmoret Meshouté, la garde partagée dans les tribunaux rabbiniques, c'est pas comme ça. Et donc, d'une manière générale, si vous voulez, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que les femmes qui ouvrent les dossiers, en grande majorité, les ouvrent dans les tribunaux rabbiniques et pas dans le civil. Je crois que c'est la preuve. À quoi est due cette évolution d'après vous ? C'est une évolution des mentalités ou peut-être... D'abord, je vais vous dire, je ne veux pas défendre tout le monde rabbinique, mais il faut dire qu'il y a eu à l'intérieur du monde rabbinique une évolution. Comment ils ont été influencés, ça, je crois qu'il faut faire une étude, un doctorat sur ça. Vous savez, les choses sont toujours interactives. C'est sûr qu'il y a eu énormément... D'ailleurs, on voit la différence entre les tribunaux rabbiniques israéliens, les tribunaux rabbiniques, par exemple, à l'étranger, je ne veux pas dire dans n'importe quel pays. En Israël, vous avez eu tellement de campagnes de presse, tellement de choses qui disent il faut les droits de la femme, l'égalité, etc. Et tout ça, tout ce monde-là. Au fur et à mesure, si vous voulez, ça a d'abord influencé, à mon avis, les rabbins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ouvrez le Shulchan Arour, ça dépend comment vous le lisez. Dans le Shulchan Arour, si vous savez le lire, eh bien, il y a des choses qui sont hyper féministe. Je vous donne un exemple. Une Tohénette rabbinite, une des premières Tohénettes rabbiniques qui était venue voir un rabbin, la femme était venue, a dit, moi, il est violent, non, il ne me frappe pas, mais il y a violence morale. Et le Dayan, ce que je vous raconte, c'est à 25 ans, avait dit, il y a violence morale, c'est pas une raison de divorce. Elle a pris le Shulchan Arour. Elle a dit, ok, très bien. Elle a ouvert le Shulchan Arour. Elle a montré le Shulchan Arour. C'était écrit noir sur blanc. Et donc, ça dépend comment vous voulez. Et à mon avis, si vous voulez, il y a eu une interaction aussi bien entre la vie publique et les tribunaux rabbiniques et les rabbins, où il y a une grande évolution. Je peux vous dire mon expérience personnelle, quand ils voient une Tohénette rabbinite, quand ils voient des femmes, représentantes des femmes ou des hommes qui rentrent dans les tribunaux, vous avez énormément de respect, de kavod, d'intérêt, etc. Le monde a vraiment changé. Maintenant, juste un dernier truc, c'est vrai qu'il faut savoir parler le langage de ces rabbins-là. D'où l'importance d'avoir une Tohénette rabbinite. Oui, au Tohénette rabbinite ou au Tohénette rabbinite, mais je veux dire, il faut savoir parler, l'avocat aussi sait le faire, il faut savoir, si vous voulez, parler le langage. Être contre, c'est perdre d'avance. Être pour et savoir manœuvrer, alors vous arrivez à obtenir beaucoup de choses. Pour terminer, Cathy, alors il y a eu beaucoup de lois qui ont été passées, qui ont été votées, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire pour encore améliorer encore plus la situation aujourd'hui? Mais évidemment, il y a énormément de choses, parce que bien qu'on a donné une image positive, il y a encore beaucoup de problèmes. Vous avez encore des femmes qui n'arrivent pas à avoir leur divorce pendant des années. Vous avez également le problème des hommes, à mon avis, ce n'est pas traité, et ça doit être traité. Je le dis, moi qui représente à 90% des femmes, je pense qu'il y a un problème sérieux également. Vous avez de plus en plus des femmes maintenant qui utilisent également le divorce pour obtenir des intérêts financiers, etc. Et ça, la loi ne protège pas les hommes véritablement, et donc il faut réfléchir à ça. Et surtout, si vous voulez, cette nouvelle loi qui est passée et qui permet justement d'accélérer le processus, que je vous ai expliqué, l'histoire de 4 ans maximum, à mon avis, ça doit être encore amélioré, parce qu'il n'est pas acceptable que les choses traînent. Les choses doivent être réglées le plus rapidement possible. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, Cathy, et à très bientôt. À très bientôt.